David Shapira, bonjour. Bonjour Claudine. J'espère que vous allez bien. Eh oui, avec toutes les mauvaises nouvelles que nous recevons, c'est difficile d'aller bien. Vous savez que on n'est pas encore à la fin du mois. Il y a près de trentaine soldats et citoyens confondus qui sont morts Tout à fait. au cours de, que ce soit dans la bande de Gaza ou dans le nord. Des civils qui ont été touchés par des roquettes, par des projectiles, et des soldats qui meurent non seulement au sud Liban, mais aussi à Djebalia dans l'opération que nous menons au nord de la bande de Gaza. Alors nous allons revenir malheureusement sur une histoire, enfin une affaire, l'affaire Feinstein. Et je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à dire pour comprendre un petit peu comment la sécurité a été menacée dans cette affaire, où semble-t-il a été menacée. Et évidemment, lorsque nous parlons de sécurité, nous parlons aussi de nos otages. Que pouvez-vous nous dire sur le sujet de Eileen Feinstein? Et surtout, j'aimerais ajouter, avant que vous preniez la parole, s'il vous plaît, David, comment se fait-il que Benjamin Netanyahou a retourné sa veste, en quelque sorte, en désavouant dans un premier temps Eileen Feinstein et aujourd'hui déclarant que c'est un patriote israélien hors pair? Alors, c'est une des affaires qui secoue aujourd'hui ce qu'on appelle le cabinet du Premier ministre. Il s'agit donc d'un soldat qui est devenu un des conseillers non officiels du Premier ministre, Eli Fedelstein, il me semble que c'est son nom. Oui, Feldstein, oui. Et qui, en fait, n'a pas passé tous les examens de sécurité qui s'imposent quand on accède à ce genre de responsabilité, et qui aurait dérobé un document ultra secret pour influencer, ou plutôt pour appuyer les thèses du Premier ministre Benjamin Netanyahou, selon lesquelles ce n'est pas Israël qui ne voulait pas d'accord avec le Hamas, mais c'est le Hamas qui refusait tout accord. Et donc, il n'est pas responsable du fait que les otages ne soient pas libérés. Et ce document donc, qui a été volé à l'initiative d'ailleurs d'un soldat qui l'a donné à ce Fedelstein pour qu'il le donne au Premier ministre, a été acheminé, on peut dire ça comme ça, pour un journal allemand qui s'appelle le Bild, et qu'il a publié. Et aujourd'hui, donc, il y a ce soldat dont le nom, pour l'instant, n'a pas été encore dévoilé ou publié à la presse, et ce Eli Fedelstein qui a été aussi arrêté, non pas pour avoir d'ailleurs publié ce document, mais pour avoir dérobé ce document, car la façon, et ça, maintenant, c'est la censure qui s'y met, la façon dont ce document a été dérobé a mis en danger des sources très proches du Hamas, qui nous donnaient des informations. Et c'est en fait là-dessus que toute l'enquête se concentre. C'est-à-dire dans quelle mesure les moyens qui ont été utilisés pour dérober ce document ont mis en danger des sources très précieuses pour la sécurité d'État d'Israël. Donc c'est une situation qui est très grave. Alors, vous avez raison de le dire, Benjamin Netanyahou a tout d'abord démenti même d'employer ou même de connaître Eli Fedelstein. Et puis hier, dans un long discours qui a duré 9 minutes et demie devant une caméra et pas devant des journalistes, il l'a qualifié de grand patriote sioniste, etc. Donc il y a un revirement. Pourquoi ce revirement, Claudine? C'est très simple, parce que nous avons des images d'archives de la télévision, de la radio, où nous voyons ce Fedelstein courir, je dirais, derrière le Premier ministre. Donc sa présence ne peut pas, aux yeux des caméras, et absolument, ça devient une situation impossible. Mais ce que je voulais aussi ajouter, et c'est très important, c'est qu'hier, on a eu sur les différentes chaînes de télévision israéliennes une série de reportages sur qu'est-ce que savait Netanyahou au sujet de l'attaque du Hamas avant le 7 octobre. Alors, c'est très important de le dire, Netanyahou le dit, il le clame haut et fort, il n'avait pas, si vous voulez, d'avertissement spécifique sur la bande de Gaza, mais les valises de dollars ont bien été non seulement approuvées, mais appuyées par Netanyahou, qui avait envoyé d'ailleurs
le général de la région sud de Tsahal, le commandant de la région sud qui s'appelait Herzi Halevi, qui est aujourd'hui le chef d'état-major, pour justement appuyer, alors que les services de sécurité avaient demandé d'arrêter d'envoyer ces valises d'argent qui servaient en fait à creuser ces tunnels, ces fameux tunnels, ces fameux 500 km de tunnels. Et puis, à multiples et diverses occasions, les responsables du Shabak, du Mossad, avaient demandé et avaient même supplié Netanyahou de liquider Sinwar et Mohamed Def à plusieurs reprises. C'était possible dans diverses occasions et Netanyahou, en fait, n'a jamais donné son accord. Il a dit préparez-vous, soyez prêts, mais il n'a jamais donné son accord. En fait, on voit qu'un Premier ministre qui a essayé en fait de conserver une situation de calme à tout prix, et de ne prendre aucune décision qui puisse peut-être changer la situation sécuritaire d'Israël. Et en fait, il a tout fait pour ne prendre aucune décision. Parce qu'il estimait que le calme était signe de stabilité et signe qu'il continue encore à régner. Et dans une autre émission de télévision israélienne aussi, un proche du bureau du Premier ministre, qui n'est plus maintenant dans le cabinet, a révélé qu'au matin, le 8 septembre, une réunion d'urgence 8 septembre ? 8 septembre, le lendemain du 7 septembre, a été organisée... Attention, 8 septembre ou octobre ? 8 octobre, pardon, 8 octobre, excusez-moi, 8 octobre, oui, 8 octobre a été organisé, donc le lendemain du massacre du 7 octobre, avec les proches conseillers de Netanyahou et l'ordre de cette réunion, l'ordre du jour, c'était comment fait-on pour dédouaner Netanyahou de ce qui vient de se passer. Voilà. C'est-à-dire comment fait-on pour rejeter la responsabilité sur les autres et quand Netanyahou se trouvait dans une situation où il sentait où il devait partir, ou alors il fallait se battre et rejeter toute la faute sur les autres. Alors là, ce qui se passe maintenant, c'est que puisqu'on est en train d'enquêter sur les proches conseillers de Netanyahou, qui d'ailleurs, pour certains, sont déjà à l'étranger parce que ils sont recherchés. Ils sont recherchés pour enquête, mais leur méthode est très simple. C'était un peu une méthode à la Trumpiste, c'est-à-dire de diffuser le plus de fake news possible pour plus on ment et plus c'est crédible. On a quelques noms. On connaît les 2 ou 3 proches conseillers de Netanyahou qui sont des as de la communication, je dirais, sur les réseaux sociaux et qui sont des influenceurs, c'est-à-dire à la place d'influencer des produits de beauté et de la cosmétique. Leur boss, c'était Netanyahou. C'est comme ça qu'ils ont influencé, je dirais, qu'ils ont remanié, si vous voulez, la conscience des Israéliens. Eh bien, maintenant, puisque les taux se resserrent, Netanyahou va s'en prendre directement à ceux qui sont responsables de cette enquête, c'est-à-dire le responsable du Shabak, de le service de sécurité intérieure, qu'il compte d'ailleurs licencier. Il veut à tout prix licencier Ronen Bar, le chef de la sécurité, comme d'ailleurs il a licencié le ministre de la Défense qui ne lui plaisait pas parce que c'était un genre de contre-pouvoir, Yoav Gallant, qui avait lui aussi averti quelques mois avant le 7 octobre que la situation sécuritaire était très grave et qu'il fallait absolument stopper la législation, la réforme juridique. Vous vous rappelez de ça, que Netanyahou avait voulu le licencier déjà une première fois, qu'il l'avait licencié, que le peuple était descendu dans la rue et que Netanyahou, craintif, parce que c'est un homme craintif, c'est un peureux, qui ne prend aucune décision si vraiment il n'est pas forcé de la prendre, eh bien Netanyahou était revenu sur sa décision au vu de la pression du peuple qui sentait que le contrôle allait être perdu. Voilà. Et d'ailleurs, Gideon Sa'ar devait le remplacer et finalement il a été... Voilà. Bon, maintenant, puisque c'est le service de sécurité qui enquête sur ce Fedelstein qui lui-même a volé des documents pour appuyer les thèses ou pour appuyer la thèse selon laquelle c'est pas Netanyahou qui ne veut pas d'accord avec les otages, mais c'est le Hamas. Donc Netanyahou est très en colère sur les conditions d'arrestation et de détention de ce suspect, mais il n'est pas en colère spécialement sur les conditions de détention des 101 otages qui sont 14 jours sous-nourris,
plus que maltraités, torturés, pour ceux qui sont encore vivants, absolument, dans les tunnels du Hamas. Donc c'est une situation catastrophique. Je crois qu'à chaque fois qu'on arrive à ce genre de situation, on se dit on touche le fond, et on se rend compte qu'on n'a pas encore touché le fond. Tout à fait. De toute façon, les sondages le prédisent, c'est très clair. Netanyahou, s'il y avait des élections aujourd'hui, ne sera jamais réélu et perd sa majorité avec le Likoud et les partis ultra-orthodoxes, même s'il se renforce démographiquement. Mais malheureusement, les prochaines élections n'auront lieu qu'en octobre 2026 et il faut tenir jusqu'à là. Et comme je vous ai dit, on touche le fond et on n'a pas encore fini. Voilà. Alors, la bonne nouvelle dans toute cette actualité, c'est que nous sommes de plus en plus... Nous nous rapprochons d'un accord avec le Nord. De cessez-le-feu, je ne dirais pas de paix, mais avec le Liban, ce qui serait une bonne chose, ce qui permettrait quand même à quelques dizaines de milliers d'habitants de revenir chez eux. Ce qui permettrait aux Israéliens de retrouver une partie d'Israël qu'ils ont perdue il y a plus d'1 an, c'est-à-dire la Galilée, la Haute-Galilée, où on n'ose plus se promener, qui voudraient aller visiter maintenant la ville de Saint-Jean-d'Acre, ou qui voudraient aller se promener dans des beaux parcours de la Haute-Galilée près de Safed et Kiryat Shmona. Donc on se rapproche et il semblerait que justement l'effet Trump tout à fait, parce que c'est un cadeau qu'on lui offrirait. Voilà, ce serait un cadeau qu'on offrirait pour le 20 janvier. J'aimerais revenir quand même sur une petite chose, juste un petit détail. Il y aurait un proche de Benjamin Netanyahou qui tente aussi de trafiquer en quelque sorte l'horaire où Benjamin Netanyahou a été averti justement de la catastrophe du 7 octobre. En fait, il voudrait modifier l'histoire pour encore une fois apaiser les tensions vis-à-vis de Netanyahou. Oui, on essaye. C'est incroyable. On essaye, mais ça, ce sera difficile. Et puis, on essaye aussi de trafiquer les protocoles qui ont été tout à fait. imprimés, dactylographiés absolument dans les réunions qui ont, je dirais, de cette fameuse journée du 7 octobre, ou du 8 octobre, ce qu'on savait, etc. Mais il est clair, avec tout le scandale et l'incompréhension de la décision de la Cour pénale internationale d'arrêter Netanyahou et Yoav Gallant du mandat d'arrêt, il est clair que si nous avions eu une commission d'enquête sur non seulement ce qui s'est passé, ce qui a amené au 7 octobre, et sur la façon dont la guerre a été menée, et y a-t-il eu réellement, entre guillemets, des crimes de guerre ordonné par l'état-major, le ministre de la Défense ou le Premier ministre, et si cette commission d'enquête avait été indépendante et israélienne, il est certain que le tribunal de pénal international n'aurait pas ordonné d'arrêter Netanyahou et Yoav Gallant. Et c'est une décision qui est très dangereuse parce que ces mandats d'arrêt pourraient ne pas se limiter à ces 2 personnalités seulement, mais à tous les Israéliens qui ont participé aux efforts de guerre, absolument. Et donc, nous sommes tous menacés, nous Israéliens, dans 120 pays du monde seulement. 124, voilà, d'être arrêtés. Bon, il y a des pays peut-être qu'on n'ira pas, forcément, parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Non, c'est très très grave. Et puis c'est aussi une tâche pour évidemment l'image d'Israël, qui fait partie maintenant de ce club de dirigeants qui se voient demander d'être incarcérés pour être jugés devant un tribunal pénal international. En quelque sorte, il faut le dire, ce qui est scandaleux en dehors du fait, sans parler de Netanyahou, ce qui est scandaleux, c'est de mettre Israël et le Hamas sur le même niveau. Absolument. C'est absolument anormal. C'est un problème de souveraineté du pays même. Alors, je sais que personne ne le dit, et j'ai une suggestion un petit peu abracadabrante. Oui. Si j'étais Netanyahou, et comme je suis certain que Netanyahou n'a jamais donné d'ordre qui sont contre le droit international et qui va dans le sens des crimes de guerre ou crimes de criminalité, je dirais, je me présente, j'envoie des avocats évidemment, je me présente devant la Cour de pénal internationale, je veux que le dossier soit examiné, soit délibéré, vous avez vos preuves, peut-être, moi j'ai les miennes, nous avons toutes les preuves, on a tout est consigné. Ouvrons le débat. Ouvrons surtout ouvrons la délibération. Voilà. Et comme ça, nous pourrons prouver que nous ne sommes pas des criminels de guerre, ni des criminels contre l'humanité. Alors, toutefois, il faut savoir qu'il y a une enquête qui doit être ouverte sur le massacre du 7 octobre, que Benjamin Netanyahou a décidé qu'elle serait verrouillée. Alors là aussi... Netanyahou a décidé qu'elle... Enfin, ça passera pas non plus, mais que la commission d'enquête qui va
donc enquêter sur le 7 octobre, ce sera une commission politique, c'est-à-dire qu'il va nommer ses copains. Plutôt ses serviteurs. Hein, ses sbires. Voilà, exactement, ses sbires, c'est le terme que je cherchais. Et pour enquêter sur le 7 octobre. Bon, c'est une blague, hein, c'est une farce. Je veux dire, à chaque fois, on touche le fond, mais en fait, on croit qu'on l'a touché, mais en fait, on va encore plus bas. C'est terrible, parce qu'il faut comprendre les conséquences de cette enquête. Non, mais de toute façon, cette commission ne sera pas nommée parce qu'il y aura un appel à la Haute Cour de justice qui est encore indépendante. Hein. Je signale que la réforme juridique n'est pas encore passée totalement. Mais ça, ils essayent, on essaye toujours. Voilà. Donc il y aura une invalidation de la Cour suprême qui dira que Netanyahou ne veuille pas de commission d'enquête. Tout le monde comprend pourquoi et tout le monde sait pourquoi. C'est terrible. Alors donc il essaiera à tout prix d'empêcher qu'il y ait une commission d'enquête. Il n'y aura pas de commission d'enquête tant que Netanyahou sera au pouvoir. Ça, je vous le dis. Sauf s'il y a une révolution du peuple. Voilà. On n'a pas la force, on n'a plus la force. Non, voilà, mais on est en guerre, on ne va pas commencer à descendre dans la rue, les soldats, voilà, exactement. Donc, et puis les Israéliens ne sont pas construits pour faire des révolutions. Mais nous, ils sont construits pour faire l'armée, c'est totalement différent. Voilà, et donc, et pour obéir aux ordres. Et donc, Netanyahou, sous le règne de Netanyahou, il n'y aura pas de commission d'enquête, et cette tentative de nommer une commission politique avec des membres politiques proches du camp de Netanyahou pour enquêter sur 7 octobre est une véritable farce qui peut-être, comme on dit en anglais, en hébreu, comme gimmick, hein, comme publicité, ça peut marcher, ça fait sourire. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas d'un point de vue légal parce que encore une fois, c'est tellement... c'est tellement en conflit d'intérêts, tellement orienté que voilà, c'est une blague. Plus il avance dans ses décisions, même pour rire, même ses farces, plus quelque part il dévoile qui il est. Je veux dire, pas quelque part il dévoile véritablement, en quelque sorte, une forme, sans vouloir une forme de responsabilité. Écoutez, sinon il n'aurait pas besoin de prendre. Écoutez, il y a de plus en plus d'analystes et d'observateurs qui sont pas foncièrement contre Netanyahou ni pour, qui estiment qu'il n'est plus en mesure d'assurer son poste, d'assurer ses fonctions. Et là, je crois qu'on est dans une situation qui est très très difficile parce que nous sommes en pleine guerre, des soldats tombent chaque jour. Et comme l'a dit un des récents grands-pères d'un soldat qui a été tué en même temps que cet historien Jabot, qui était une personnalité absolument magnifique au sud Liban, il se demande mais pourquoi mon petit-fils est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort pour rien? Voilà. Et donc, de plus en plus maintenant de parents, de proches vont commencer à se demander dans les cimetières à quoi ça sert tout ça? Où est-ce qu'on va? À quoi ça sert? On l'a compris. Hein. On a été attaqué et il fallait riposter. Mais maintenant, on est dans un processus d'enlisement et d'embourbement qui ne mène nulle part. Je parle surtout pour la bande de Gaza parce que l'accord avec le Liban va être probablement... signé et coopté par toutes les parties, y compris d'ailleurs le Hezbollah. Vous savez qu'on attend l'autorisation de l'Iran pour signer c'est l'Iran qui donne l'autorisation aux Libanais. C'est intéressant. Bah oui, parce que le Hezbollah, c'est l'Iran, et c'est l'Iran qui décide qu'est-ce que le Liban va signer, mais on est en fait en négociation avec l'Iran. Mais l'Iran ayant perdu beaucoup de ses proxys et de ses capacités, dit au Hezbollah maintenant, peut-être pour se réarmer, arriver à une période d'accalmie, et après se ressourcer, entre guillemets. Mais en ce qui concerne la situation à Gaza, les observateurs notent qu'on se dirige vers un gouvernement militaire israélien. Pour moi, c'est une catastrophe de devoir gérer 1,5 million de personnes et de reconstruire les hôpitaux, les égouts, les infrastructures, les écoles. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous s'occuper de ça alors qu'on n'a pas assez de soldats pour faire la guerre? Et qu'on a besoin du peuple entier pour Israël, quand on voit que plus de 60 000 entreprises ont fermé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe et il faudra peut-être qu'un nouveau Premier ministre prenne de nouvelles décisions, parce que je ne vois pas Netanyahou innover quelque chose dans les prochaines semaines. Eh bien écoutez, cher David, merci beaucoup pour votre point de vue, pour votre analyse et les informations que vous avez bien voulu nous apporter. J'espère qu'on vous retrouvera très vite à l'antenne d'Alliance. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. Merci beaucoup, Claudine. Bientôt. Shalom. Au revoir.